Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous prenons la route de l'extrême nord-ouest du département, à proximité de Neufchâteau. Soulos, sous Saint-Élophe, est un village issu de la fusion de 4 autres en 1964. Soulos, Saint-Élophe, Brancourt et Fruse. Aujourd'hui, la commune compte près de 650 habitants et nous partons à la rencontre de 3 d'entre eux. Martine Campillo nous fera découvrir le musée archéologique. Vincent d'Estrignéville nous parlera de son activité de paysagiste. Mais nous débutons avec vous, Vincent Quinzelin. Bonjour, vous êtes maire de la commune. Merci de nous accueillir. Bonjour. Alors nous sommes à proximité de la statue de Saint-Élophe. Alors qui était donc Saint-Élophe? Il a été décapité en 362 et la légende dit qu'il a remonté le chemin avec la tête sous le bras. Avec son bâton, il a frappé le sol, une source a jailli. Il s'est lavé la tête tout en étant poursuivi par les Romains. Arrivé en haut de la côte, la roche s'est écartée, il s'est caché. Et une araignée a tissé sa toile devant pour le cacher complètement. Le cacher complètement. Et il est venu mourir dans la chaire qu'on voit dans le cimetière. Ce monument est classé monument historique. Donc une histoire très riche. Alors vous êtes maire du village depuis quelques mois maintenant. Vous avez toujours été impliqué dans la vie de la commune. C'était important pour vous de prendre ce rôle, d'endosser ce rôle de maire? J'ai fait 2 mandats de conseiller municipal. J'ai refait un mandat de premier adjoint. Et puis suite à la démission de Madame le maire il y a 3-4 ans, je me suis retrouvé un peu au pied du mur, quoi. Alors étant un enfant du village, j'étais un peu obligé de... Avec quand même l'envie de monter des projets. Moi je suis plutôt un homme de terrain, quoi. Je ne suis pas un homme de... On s'appuie sur une équipe alors. Voilà, j'avais une équipe derrière moi, c'est pour ça que j'ai dit j'y vais, quoi. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça va chez vous à Soulos sous Saint-Élophe? Ça va, oui, oui, ça roule, quoi. Il y a tout ce qu'il faut finalement pour bien vivre à Soulos sous Saint-Élophe. Mais oui, il y a tout ce qu'il faut. L'économie locale est très présente aussi. Oui. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important dans les villages, le scolaire, le point de vue scolaire, l'école primaire, avec une restauration également. Ça aussi, c'est important de conserver. Périscolaire et extrascolaire, il y a 5 classes, il y a 120 élèves à l'école. C'est important de conserver une école primaire dans une commune? C'était un peu le but des lotissements. C'est pour ça qu'on a refait des lotissements pour essayer de garder l'école, quoi. Et alors les lotissements en sont où aujourd'hui? Ça faisait partie des les gros lotissements à projets. Sorcy, avec le nouveau PLUI, on ne peut plus s'agrandir. On a eu la chance de pouvoir refaire nos 7 parcelles. Ça a passé difficilement, mais ça a passé. Mais à Sorcy, sur les 7 nouvelles parcelles, il en reste plus que 2, quoi. Voilà. Monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis ici à proximité de la statue de Saint-Élophe. Nous partons à la rencontre de notre deuxième invité, découvrir l'histoire du musée. Le musée gallo-romain communal de Soulos-sous-Saint-Élophe abrite une collection d'éléments trouvés dans la commune et datant de l'Antiquité, stèles funéraires mais aussi objets d'architecture gallo-romaine. Martine Campillo nous fait découvrir tout cela. Martine, bonjour. Merci de nous accueillir ici au musée de Soulos-sous-Saint-Élophe. Alors c'est un musée pour continuer à partager, à faire perdurer l'histoire de la commune. Oui, cette salle ici contient essentiellement des pièces donc originales de stèles funéraires qui ont été découvertes lors de fouilles qui ont commencé vers 1820. Et puis ça s'est étalé, disons, sur une période qui allait jusqu'en 1974, donc de façon très intermittente. Lors des découvertes, il y a eu une énumération et un inventaire fait d'environ 80 stèles qui ont été découvertes dans les remparts de Soulos, qui faisaient partie d'un castrum. La commune ne disposant pas d'un local approprié pour accueillir ces stèles, elles ont été donc transférées soit au musée d'Épinal, soit au musée de Metz, et même le musée national qui est reconnu à Saint-Germain-en-Laye et à Saint-Dizier. Il y en a partout, elles sont un peu éparpillées, mais il y en a certaines qui sont restées ici voilà. À domicile, on va dire. Voilà, il y a 15 stèles qui ont été celles-ci, qui sont restées ici. Alors Soulos, on va revenir peut-être sur cette histoire très importante à Soulos-sous-Saint-Élophe. Les archéologues qui se sont succédés pour faire ces fouilles ont été surpris de l'importance, disons, du résultat de ces fouilles. Et Soulos étant situé sur l'axe de la voie romaine Lyon-Trèves, c'était un carrefour commercial et géographiquement qui communiquait assez bien avec le site de Grand, la ville de Soulos qui s'appelait à l'époque Solimariaca et Solesia. Solimariaca étant le site le plus ancien qui se trouve à Saint-Élophe et Solesia
étant le site, donc il y a eu une extension de la bourgade qui se trouvait en bas. Et c'était disons une ville commerçante. Et on voit dans les stèles des témoignages, vous avez des personnages qui représentent des boulangers, des bouchers, enfin différentes professions. Donc c'était très très commercial. Et donc il y a une stèle qui a une histoire un peu particulière aussi. Oui, alors c'est une stèle que notre artisan tailleur de pierre a trouvée de façon très fortuite dans la cheminée de sa maison. Ayant des ennuis sur sa cheminée, donc il monte sur son toit, et il y a l'enduit qui commençait à partir, donc il commence à gratter et tout. Ah, il dit, je trouve une main, etc. Il continue, et en fin de compte, il y avait une stèle donc dans cette cheminée. Ce qui est étonnant, c'est que normalement, quand il y a le réemploi de ces stèles funéraires, elles sont retournées. Que là, la face sculptée se trouvait, disons, à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. Et donc elle y est toujours. Elle y est toujours. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce musée? On voit qu'il y a des stèles, mais il y a aussi des vitrines avec des objets particuliers. Alors oui, vous avez plusieurs vitrines donc, qui contiennent donc, différentes poteries, qui ont toutes été trouvées, donc, la majeure partie sur le site de la Potière, qui se trouve sur le bord de la route nationale. Des poteries, des fibules, des bijoux, des objets en verre, enfin c'est assez riche. Et tout a été trouvé finalement par hasard ou alors Non, parce qu'il y avait quand même depuis disons le 19e siècle, 1820, 1830, il y avait quand même il y a une histoire, puis d'après ce que les gens disent, ils savaient fort bien qu'il y avait quelque chose ici. Non, c'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Enfin, si, il y a quand même des choses qui ont été fortuites, dont notamment 2500 pièces qui ont été trouvées par un monsieur Moureau sur Soulos en faisant son jardin. Voilà. Comme découverte. Voilà, tout à fait. Donc ces pièces-là se trouvent au musée de Saint-Dizier. Donc chaque objet a son importance, apporte sa petite pierre à l'édifice. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de continuer à partager. Alors on peut venir le visiter, ce musée. Donc on a 2 personnes sur appel téléphonique à la mairie qui se rendent disponibles pour faire des visites en groupe ou même individuelles. Il n'y a pas de souci. On ouvre ce musée. Expliquer toute l'histoire de ces pièces. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci Martine de nous avoir partagé votre passion et ce musée. Nous partons rencontrer notre dernier invité, un paysagiste. Aménagement, plantation et création de massifs, mais aussi entretien des extérieurs, des activités qui font le quotidien des paysagistes. Un métier qui doit s'adapter à une problématique de taille, le changement climatique. Nous partons retrouver Vincent d'Estrignéville sur un chantier qu'il a mené à Neufchâteau pour parler de son activité. Vincent d'Estrignéville, bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, nous sommes sur un chantier à Neufchâteau, un chantier que vous avez terminé il y a quelques temps maintenant. Expliquez-nous un petit peu, c'était quoi le projet initial? Le projet initial de notre client, c'était de réaménager complètement son accès à la maison. Donc initialement, il y avait un escalier qui datait d'une vingtaine d'années, qui était fait de poutres de bois, donc qui n'ont pas survécu suite aux différentes conditions météo, et donc l'objectif était de recréer tout l'ensemble et refaire quelque chose maçonné en dur, et donc en profiter aussi pour aménager toute la butte qu'on a derrière nous par une plantation végétale. Alors le métier de paysagiste est assez varié finalement, entretien, plantation, aménagement. Expliquez-nous un petit peu les différentes facettes de ce métier. Donc c'est ça, on fait un métier qui est chaque jour est différent. On a vraiment un panel d'activités qui est très nombreux. Notre métier commence tout ce qui est entretien de jardin, donc tonte, taille de haies, taille d'arbres, élagage, jusqu'à aménagement paysager. Donc alors après, l'aménagement paysager, c'est vraiment très varié. Maçonnerie paysagère, donc escalier, aménagement de cours, pavage, dallage, et donc on a aussi une grosse partie aménagement de massifs, donc plantation d'arbustes, et puis après tout ce qui est on va dire un peu en vogue en ce moment, les gazons synthétiques, les clôtures artificielles, voilà, pour supprimer les haies qui sont en train de dépérir énormément. C'est très vaste. Alors un métier qui évolue aussi aujourd'hui pour s'adapter peut-être au changement climatique. Comment vous faites-vous pour vous adapter alors? Alors déjà pour s'adapter, effectivement le métier évolue très vite. J'ai commencé il y a 14 ans mon activité professionnelle. Voilà, en 14 ans j'ai pu voir les conditions météo évoluer avec des hivers qui sont beaucoup plus courts et puis beaucoup moins rudes. Et donc de ce fait on a vraiment un panel de végétaux qu'on ne mettait pas il y a 14 ans, qu'on met maintenant. Et surtout le gros problème c'est la sécheresse. Là on adapte des végétaux qui vont être vraiment très résistants au sec, très rustiques, tout en essayant de garder l'arbre de la Lorraine et utiliser des végétaux qui sont locaux. Alors est-ce qu'on se tourne plus vers des éco-jardins? C'est un petit peu le terme en vogue. Quelle est la demande des clients finalement?
Alors la demande des clients, la première demande des clients, c'est je veux plus l'entretien. Voilà. Donc voilà, c'est limiter les entretiens, l'entretien. Donc voilà, tout ce qui est enlever les petites fleurs, beaucoup de personnes ne veulent plus. Hein. On a des couples qui sont actifs souvent, donc qui n'ont plus le temps d'entretenir leur jardin. Par contre, qui néanmoins souhaitent avoir un jardin ou un accès à la maison qui soit très esthétique. C'est pour ça qu'on utilise pas mal d'arbustes qui vont résister au sec et qui sont très rustiques. Alors est-ce qu'on incite plutôt les clients à se tourner vers des jardins dits raisonnés pour respecter peut-être un peu plus l'environnement et justement ces conditions climatiques? C'est sûr qu'aujourd'hui, avoir une pelouse verte toute l'année, ça paraît compliqué. Nous, notre but, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux clients que préservons les ressources et puis privilégions les massifs qui sont beaucoup moins consommateurs en eau et puis qui demanderont beaucoup moins d'entretien aussi. On peut faire des beaux extérieurs tout en respectant... Ah ben complètement. Après, le tout, nous professionnels du paysage, on est là pour justement guider le client sur le bon choix des végétaux et puis sur les bonnes méthodes à apporter pour que le client puisse avoir un jardin qui soit facile à vivre et pérenne. Vincent, merci de nous avoir partagé votre métier, votre passion. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ok, et bah très bien. Mettre des cloches à écouter sur une interview, c'est quand même pas facile.